Donc, de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce début d'année. Bienvenue dans ce premier Voix de pionnier de l'année. On vous souhaite une année de trajectoire vers des solutions durables. Donc, on est très heureux de vous retrouver et de voir aussi des nouvelles têtes. Ça fait toujours plaisir de se dire qu'on embarque de nouvelles personnes. Euh, on accueille aujourd'hui Jérôme. Où est-ce que Jérôme? Il est là. Jérôme Lambal de la Bonjour. société Lambal. Et là, je te laisse faire le partage d'écran. Merci. Donc, on se retrouve pour ce premier Voix de pionnier de l'année. On renouvelle cette année avec vous. Pour les nouveaux venus, petit rappel sur Voix de pionnier. Voix de pionnier, c'est un événement mensuel où on vient vous proposer d'écouter la voix d'un pionnier, c'est-à-dire un dirigeant d'entreprise qui a fait bouger son modèle économique, hein, puisque chez Necoe, nous sommes persuadés, avec le collectif avec lequel on organise Voix de pionnier, que la transition euh, écologique nécessaire pour continuer à habiter notre planète, elle ne passera que aussi par la transition des modèles économiques. Et donc, c'est venir écouter pendant une bonne heure un dirigeant qui a fait bouger des éléments de son modèle économique et de rendre très concret et très opérationnel et du coup très possible cette trajectoire, soit pour vous en tant que dirigeant, soit pour vous en tant qu'accompagnateur ou consultant auprès des entreprises. Donc, le programme de Voix de pionnier est déjà quasiment bien avancé pour cette année. On vous présentera les prochaines dates et les prochains témoins, puisque c'est un projet qu'on porte avec plusieurs acteurs en partenariat de l'Est, du Sud, du Centre, voilà, de l'Ouest et de l'Est aussi, de la France, pour avoir des dirigeants issus de différents secteurs d'activité, différents territoires qui viennent témoigner. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, nous accueillons Jérôme Lambal, qui va nous parler de la trajectoire, en tous les cas, le modèle économique de son entreprise Valambal. Donc, Jérôme a 52 ans, est à la direction d'entreprise depuis 3 ans, également actionnaire. Et il est rentré dans cette entreprise en 2013, après un parcours dans l'industrie médicale et cosméto. Valambal, c'est une entreprise qui a été créée il y a 45 ans à peu près. Et aujourd'hui, c'est 25 collaborateurs avec deux activités principales, la fabrication d'emballages souples pour les industriels et le monde de la santé et de la pharma, et la fabrication de dispositifs isothermes avec le plus connu, celui que vous retrouvez dans votre supermarché quand vous achetez des produits au rayon frais. Et pour ce faire, il achète des bobines de plastique qu'il va transformer. Une des caractéristiques du modèle économique de l'entreprise, c'est la mobilisation de la trésorerie au-delà de la fabrication des objets par l'entreprise, puisqu'il y a aussi une partie de gestion des stocks. Donc, il n'est pas juste fabricant, il y a aussi d'autres services autour de son activité. Donc, je vais laisser la parole à Jérôme pour savoir s'il veut préciser d'autres éléments concernant l'entreprise et on rentrera ensuite très rapidement dans l'échange sur la trajectoire. Écoutez, merci Céline pour cette présentation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous présente tous mes voeux. Voilà, c'est tradition. Écoutez, voilà, la présentation est relativement claire. J'ai pas énormément de choses à rajouter. Effectivement, juste pour préciser, nous sommes transformateurs, c'est-à-dire qu'effectivement, on achète des bobines de gaines ou de films qu'on va transformer ensuite sous forme de sacs ou d'emballages divers. Alors, soit, comme vous le disiez, pour le secteur pharma-médical, qui est aujourd'hui la majeure partie de notre activité, mais pour l'industrie en général également, et pour la GMS et l'industrie agro sur la partie isotherme. Et on va également travailler pour les répartiteurs pharmaceutiques et les laboratoires pour les pochettes qui vont être destinées à contenir des produits thermosensibles. Et donc, Merci. voilà, je précise juste que, voilà, en termes de périmètre financier, aujourd'hui, on fait un peu moins de 10 millions de chiffre d'affaires. Et donc, l'entreprise existe effectivement depuis 45 ans avec 25 collaborateurs. Et on a en gros doublé le chiffre d'affaires il y a 3 ans, puisqu'on a racheté un concurrent. Mais je préciserai peut-être ça ultérieurement.
Merci Jérôme. Et on a oublié de préciser, c'est une entreprise qui est située sur Orléans. Donc, on va commencer par notre question un peu classique, puisque c'est aussi celle qui motive généralement la transition. C'est à quelle limite aujourd'hui, Jérôme, vous avez été confronté au sein de l'entreprise pour vous dire à un moment donné, je ne peux plus aborder le business, comme on dit, as usual, et je dois faire bouger des lignes au sein de mon entreprise. Ben, je dirais qu'en fait, la limite, ça a surtout été le moment où l'entreprise, où j'ai pu prendre la direction. Parce qu'effectivement, j'avais un certain nombre d'idées, j'avais certaines perspectives en tête, la stratégie évoluait parce que les marchés évoluaient également. Et effectivement, l'entreprise était au départ une entreprise familiale, hein, donc à capitaux familiaux, et avec une volonté de bouger qui n'était pas énorme sur les dernières années avant la vente, ce qui était assez logique, hein, puisque les dirigeants précédents avaient en tête de céder l'entreprise. Donc ma limite, elle était à ce moment-là. Et au moment du rachat, bah, effectivement, j'ai pu bénéficier de l'appui de deux actionnaires qui avaient le même objectif que moi, c'est-à-dire développer l'entreprise et surtout la développer sur des marchés de niche et sur des marchés où on avait déjà des prémices d'intérêt communs avec nos clients et qui nécessitaient des investissements financiers, humains et une volonté de faire bouger les lignes. Vous aviez évoqué dans cette volonté d'aller vers les marchés de niche quand on a échangé et préparé cette séquence, aussi une logique de se dire sur la vente de sacs plastiques, enfin de l'emballage plastique comme vous l'évoquiez, euh, on est souvent sur des logiques de volume et en étant sur ces logiques de volume, on est sur le fil du rasoir, quoi. Et on est souvent perdant parce que c'est toujours du temps, de la productivité très très forte. Il faut se bagarrer toujours sur des centimes et sur des minutes. Et que ça a été pour vous un- une limite que vous avez voulu aussi dépasser, enfin un moteur ou une manière de fonctionner qui n'était pas forcément celle que vous aviez envie de donner comme impulsion dans l'entreprise. Alors effectivement, alors moi dans mon parcours précédemment, j'avais travaillé en cosmétique pendant une dizaine d'années. J'avais été sous-traitant pendant plusieurs années et dans le milieu de la sous-traitance, effectivement, j'étais confronté à une concurrence assez rude parce qu'il y avait assez peu de valeur ajoutée sur les produits enfin, en gros, je faisais le travail que les grands donneurs d'ordre ne pouvaient pas ou voulaient pas faire chez eux. Et à partir du moment où j'avais développé des produits en marque propre, j'avais commencé à me singulariser. Et là, c'était un petit peu la même chose. Alors, chez Valembal, c'est une société qui il y a toujours eu beaucoup de créativité. C'est-à-dire que les dirigeants précédents ont toujours su des marchés de niche et développer des particularités d'emballage qui ont fait que l'entreprise s'est développée au cours de ces 45 dernières années. Et je dirais dans le modèle de business précédent, il y avait aussi une part importante de volume, ce qu'on appelle des sacs de commodité, c'est-à-dire que des sacs que tout le monde sait un peu faire, hein. Aujourd'hui, moi, j'ai une centaine de concurrents sur le territoire français. Donc, on alliait à la fois des moutons à cinq pattes et en même temps de la commodité. Mais la place que prenait la commodité, je la trouvais trop importante. Et effectivement, une vraie difficulté qui était de travailler sur du volume pour gagner de l'argent, avec une rentabilité très faible, une valeur ajoutée très faible sur les produits qu'on fabriquait. Et du coup, quand on n'arrivait pas à respecter le modèle de productivité, ben, on était parfois à la limite de perdre de l'argent. Donc l'idée, ça a été de se concentrer sur les moutons à cinq pattes, les développements spécifiques, les secteurs d'activité qui nécessitaient d'avoir des spécificités dans notre façon de travailler et dans les produits qu'on proposait, pour aller de plus en plus vers ça et de lâcher pour partie, et aujourd'hui c'est quasiment le cas, tous les sacs de commodité. Donc aujourd'hui, on travaille quasiment plus que sur des produits spécifiques, des emballages spécifiques, sur des secteurs très particuliers. Donc, merci pour cette précision, effectivement, de trouver l'espace où vous pouviez ne plus être sur des logiques ni de volume, enfin, de recherche de centimes et de temps en permanence. Vous aviez aussi évoqué la question du lien avec vos fournisseurs, qui sont parfois aussi, du coup, vos concurrents, et le besoin de se différencier sur ces sujets-là, ce qui arrive aussi pour beaucoup à se dire à un moment donné, on se retrouve en confrontation avec des beaucoup plus gros que nous. Oui, alors effectivement, mes fournisseurs, c'est-à-dire les gens chez qui j'achète mes bobines de gaines ou de films plastiques, donc eux sont des extrudeurs, hein. Leur matière première, c'est de la granule de polyéthylène
qui va être extrudé, transformé. Et la singularité du business, c'est qu'effectivement, les gens chez qui j'achète de la matière sont aussi capables de la transformer. Alors l'extrudeur, lui, son business model, il est beaucoup plus axé sur le volume, c'est-à-dire le tonnage, la quantité de plastique, puisqu'effectivement, il a une forme d'obligation de faire tourner des machines en 3/8, parce que quand on met une machine en chauffe pour fabriquer du plastique, ben, on ne l'arrête jamais. C'est un petit peu comme un four pour fabriquer du verre. Et donc, je me retrouvais effectivement avec des fournisseurs qui étaient également des concurrents. Donc, ce qui est un peu singulier. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où je me positionne sur les mêmes marchés qu'eux, je vais forcément pas être rentable, ou alors très très peu. Donc, la difficulté, ça a été de pouvoir aborder le sujet avec eux avec une certaine forme de transparence à un moment, et de pouvoir se dire, ben voilà, vous allez être fournisseur, vous allez plus être concurrent, parce que moi, je vais aller sur d'autres marchés où vous n'êtes pas, et à un moment, je vais même vous intéresser aux voies que je prends, pour peut-être que vous m'aidiez à y aller, ou alors que vous puissiez éventuellement, vous, m'amener des prospects, m'amener des clients avec lesquels vous ne souhaitez pas travailler pour différentes raisons, parce que techniquement c'est trop compliqué, parce que le secteur d'activité vous intéresse pas. Donc ça a été effectivement un cheminement un petit peu particulier, mais aujourd'hui on travaille main dans la main, et du coup on est plus concurrents, parce qu'on n'est plus sur les mêmes secteurs. Et mes fournisseurs m'amènent des clients, et inversement. Donc, on voit là une logique un peu clé, hein, dans nos trajectoires, cette logique de coopération, et forcément de coopération avec les clients, mais là, la possibilité aussi de coopérer avec des fournisseurs et de changer son prisme, de se dire finalement, plutôt que de le voir comme un concurrent où on va se tirer la boue, où on va être dans une relation un peu tendue humainement et qui va aussi fatiguer les équipes, de rentrer plutôt, mais de faire le premier pas en disant dans quelle mesure on peut être dans une logique de confiance et de coopération. Oui. Est-ce que vous pouvez du coup nous décrire aujourd'hui, tout à l'heure on a dit que notre activité c'était la fabrication d'emballage, donc on imagine une activité autour d'un produit, mais finalement quand on échange avec vous, on se rend compte que c'est plutôt la vente d'une solution que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous décrire aujourd'hui cette solution qui va effectivement intégrer un objet qui est un emballage plastique, mais qui va bien au-delà du simple objet que je peux commander et recevoir? Alors, si je reprends un petit peu l'analogie avec le parfum, effectivement, quand vous voulez, voilà, quand vous demandez à quelqu'un pourquoi vous voulez faire du parfum, et ben, il vous dit pour que ça sente bon. Et puis quand vous creusez, effectivement, bah, vous avez différents aspects qui rentrent en ligne de compte, être unique, rêver, séduire, se sentir bien, se mettre en valeur. Mais je dirais que pour l'emballage, c'est un petit peu la même chose, effectivement. Au départ, un sac, ça sert à protéger, à transporter, à regrouper. Voilà, c'est un petit peu les fonctions principales. Et puis, quand on détaille un peu les besoins d'un client, bah, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses que ça qui rentrent en ligne de compte. Alors, en ce qui nous concerne, ça va être effectivement garantir la chaîne du froid, s'adapter à comment dirais-je, un process de fabrication spécifique, garantir une propreté particulière. Donc, nous, notre objectif, c'est toujours de définir avec le client euh, quelle va être la fonctionnalité du sac, et surtout qu'est-ce qu'il en attend pour son produit à lui. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fabrique, qu'est-ce qu'il veut garantir pour son produit jusqu'à la fin de sa durée de vie, ou de sa durée d'utilisation, et comment nous, on va pouvoir l'accompagner. Donc, ça veut dire qu'on va prendre du temps avec lui pour essayer de mettre en avant les spécificités de son business, comment nous, on peut l'accompagner, et d'essayer de définir ensemble un cahier des charges. Donc, au départ, c'est un peu un nuage d'idées, hein, et puis on va essayer de resserrer relativement rapidement pour aller vers l'essentiel, et ensuite pouvoir lui donner toutes les garanties dans notre mode de fabrication et notre mode de travail, pour respecter tout ce qu'on a mis dans le cahier des charges. Donc, ça passe par de la traçabilité amont-aval, ça passe par des process de fabrication, voire effectivement un côté normatif en fonction de ce qu'on va mettre en avant, et du secteur d'activité du client. Donc, le principe d'un produit sur catalogue ou sur étagère, chez vous, ça a quel sens? On pourrait imaginer que vous avez un catalogue de toutes poches en plastique, de tout emballage en plastique. Est-ce que aujourd'hui, vous avez ça? Et ça veut dire quoi en termes de méthode
commercialisation, de vente, de formation de vos équipes, ce travail où vous dites on s'intéresse au client, on prend du temps avec le client, à une époque où on a l'habitude de commander sur une plateforme, sur Internet, en cliquant sur un produit, en disant bah, tiens, j'achète 50 ou 500 ou 5000 une poche plastique pour mon activité. Alors, chez nous, effectivement, on n'a pas de catalogue. Je reviens un petit peu sur l'approche logistique que vous avez abordée dans l'introduction. Euh, dans notre business model, effectivement, depuis déjà de nombreuses années, on a mis en place, on a développé une usine relativement grande avec une surface de stockage importante et on mobilise une partie de notre chiffre d'affaires dans nos stocks pour stocker à la place de nos clients. Donc le sac plastique, d'une façon générale, une fois qu'on en a défini le besoin et l'utilisation, c'est quelque chose qui doit être approvisionné en continu, qui ne doit jamais mettre une chaîne de fabrication en rupture, quel que soit le secteur, qui doit être disponible et pour lequel on doit garantir une récurrence dans la qualité des produits, des matières utilisées, etc., etc. Donc, on a mis en place effectivement un système logistique amont où on va gérer pour nos clients leur stock de sacs jusqu'à effectivement arriver à renvoyer des offres de prix à partir du moment où on est sur une quantité résiduelle qu'on a définie avec eux. Donc, ça veut dire qu'on a appris à travailler avec nos clients comme si on était un de leurs services. Donc, on est sur la partie logistique, on n'est pas un simple prestataire, mais on est quelque part le bras armé de leur logistique sur la partie emballage. Et donc, cette logique-là, on a essayé de la dupliquer sur la partie développement, sur la partie production également. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on est tous des qualiticiens, c'est-à-dire que mes opératrices, mes techniciens de maintenance, mes managers ou mes services support, on travaille tous avec une notion de qualité et on a toujours en tête que dans un développement, dans une fabrication, dans un stockage, dans une livraison, il y a un produit qui correspond aux besoins d'un client qu'on a défini ensemble et qu'on est capable je dirais en continu, de mettre en avant ou en tout cas de spécifier par rapport à ce que le client souhaite. Et parfois, je dirais qu'on a des interlocuteurs qui finalement ne savent pas très bien ce qu'ils utilisent. C'est nous qui garantissons les produits qui vont leur être livrés. Donc, en fait, le besoin, il est chez eux, mais la fonctionnalité, elle est passée chez nous. Donc, cette logique de fonctionnalité ou d'effet utile, en tous les cas, ce que vous allez chercher, on voit bien qu'elle va sur toute la chaîne de valeur, de l'amont, conception, euh, euh, Je t'avoue que construction du c'est produit. comme ça dans l'idée le sort de bain efficace qui cache le jet Alors, d'eau. je veux bien qu'on coupe le micro, excusez-moi. Hop, Mais on peut pas le faire, Céline, donc j'ai. c'est bon. Euh, euh, du coup, ouais, toute cette interrogation sur l'ensemble du parcours du client de l'amont, la définition des besoins, parce que parfois on se rend compte hein, que le client ne sait pas très bien ce dont il a besoin. Il va dire j'ai besoin d'une poche plastique, mais en fait, à quoi ça va servir, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, hein. L'effet utile, ce dont vous avez réellement besoin, bah, ça demande un temps assez important pour accoucher chez le client et puis jusqu'à la logistique et la livraison. Aujourd'hui, tous ces éléments-là, ça se traduit comment dans la question du prix? Parce qu'on se rend compte que vous avez un produit, c'est pas des services associés que vous avez, parce que sans les services, le produit, il n'est pas vendu. C'est vraiment une offre complètement intégrée, produit et service. Mais du coup, bah, ça veut dire quoi en termes de prix, en termes de compétition sur un marché aujourd'hui peut-être hyper concurrentiel, comme vous le disiez. Euh, Comment ça fonctionne? Est-ce que du coup le prix du produit, de l'emballage ne change pas? Et c'est une grosse investissement de l'entreprise sur les phases amont-aval. Comment cette question de la valeur et de la monétisation de la valeur que vous apportez, elle se traduit sur un devis, une facture, une négo? Alors, je vais séparer enfin, les deux secteurs d'activité. Sur la partie isotherme, donc là, effectivement, nos clients importants, c'est la grande distribution, sont les laboratoires pharmaceutiques, sont voilà, des entreprises du secteur agroalimentaire. Donc, il y a une notion de compétitivité qui
qu'il faut pas oublier, hein, parce qu'effectivement, ça reste de toute façon un élément qui est extrêmement important chez eux. Ceci dit, à partir du moment où on va garantir à la fois la fonctionnalité du produit, sa disponibilité, parce qu'effectivement, l'isotherme sont des volumes qui restent relativement importants et c'est nécessaire d'être là au moment où les gens en ont besoin, c'est-à-dire la période estivale. Donc, à partir du moment où effectivement on donne les preuves et la garantie qu'on assure la fonctionnalité et la disponibilité, la partie financière, elle est beaucoup plus simple. Alors, sur ce secteur-là, on a la chance d'avoir on n'a pas de concurrence en France, hein, on est le seul fabricant français de sacs isothermes, donc on garantit le Made in France, ce qui est aussi une sécurité pour nous. Donc ça, ajouté à la fonctionnalité du produit et à la disponibilité, on arrive à avoir une discussion sur la partie financière qui est très raisonnable. Et en tout cas, on arrive à jouer la transparence avec ces clients-là, y compris la grande distribution. C'est-à-dire que moi, je leur dis ce que je gagne. Et ça les choque rarement, c'est-à-dire que je leur explique qu'effectivement, une PME de 25 personnes, bah, on a les reins peut-être moins solides que des entreprises plus importantes et qui ont plus de capitaux. Donc l'intérêt pour eux, c'est de nous garantir une certaine pérennité dans notre façon de travailler, dans notre développement et dans la capacité à pouvoir à répondre présent quand ils ont besoin de nous. Et donc, la contrepartie, c'est qu'effectivement, financièrement, ils puissent nous accompagner, ils puissent nous permettre de gagner de l'argent. Ensuite, sur le deuxième secteur, le secteur pharma-médical, là, on a une spécificité qui est plus importante puisqu'on travaille des produits en salle blanche, hein, c'est-à-dire qu'on a une zone à désempoussièrement où on va fabriquer des emballages propres dans une atmosphère qui est dépoussiérée et départiculée. Et là, encore une fois, on est très peu sur le marché français. Et qui plus est, sur le secteur pharma-médical, on a une qualification des fournisseurs qui fait qu'à partir du moment où on rentre dans la chaîne de fabrication d'un produit, c'est extrêmement difficile d'en sortir d'un point de vue pratique pour nos clients. Et de ce point de vue-là, la garantie de ce qu'on va apporter, c'est-à-dire la propreté des sacs, nous permet financièrement de bien gagner notre vie parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui sont associées. Et pour garantir aux clients que ces contraintes vont être maintenues chez nous, et ben effectivement, il faut apporter de la valeur financière parce qu'il faut que nous, on puisse former notre personnel, il faut qu'on puisse entretenir notre matériel, il faut qu'on puisse le qualifier, il faut qu'on puisse le faire contrôler très régulièrement. Et donc, l'intérêt pour un client du secteur pharma-médical, alors qui plus est, quand on est dans des étapes où il y a quand même du turnover dans les entreprises, voilà, des acheteurs qui vont changer régulièrement, tous les 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, c'est qu'en fait, notre interlocuteur, c'est avant tout le service qualité avant le service achat. Donc, à partir du moment où on va donner les garanties suffisantes au service qualité, c'est lui qui va valider le fait de travailler avec Valembal. Et pour le coup, la partie financière devient secondaire. Alors, évidemment, il faut qu'on reste cohérent. On reste dans le secteur de l'emballage, mais malgré tout, nous, ça nous permet encore une fois de gagner notre vie, d'assurer la pérennité de nos actions et de ce qu'on garantit aux clients. Et ça, en général, c'est quelque chose qui passe très très bien. Et la discussion financière, elle est très secondaire. Et donc, ce passage de la négo avec les achats vers la qualité, elle s'est fait naturellement. Comment elle s'opère aujourd'hui? On a des entreprises aujourd'hui qui se retrouvent un peu dans des situations similaires de se dire, oui, mais moi, à chaque fois que je retombe sur les achats, globalement, c'est avec le scalpel. Euh, voilà, en négociation. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire rentrer et à redonner le poids à la qualité euh, dans une négociation commerciale quand on est dans une vente de solutions avec beaucoup de services autour d'un produit qui, à la base, est assez, pas peu coûteux, mais peu révélateur de la valeur apportée. Bah, je dirais que ces 3-4 dernières années ont été aussi révélatrices d'un certain nombre d'éléments. Et moi, en tout cas, ça m'a permis de travailler beaucoup plus en transparence avec l'ensemble de mes clients. Puisqu'effectivement, entre le Covid, la pénurie sur les matières premières,
les énormes augmentations sur la partie énergétique, la guerre en Ukraine, la multiplication par 10 du fret, les augmentations de salaire, l'inflation, etc. J'arrête là. Je dirais qu'on a tous été confrontés finalement aux mêmes problématiques. Et pour le coup, le discours, il a été beaucoup plus simple puisqu'on parlait tous le même langage et que les problématiques, elles étaient associées chez tout le monde. Donc, moi, j'ai tout mis sur la table en disant, voilà ce que me coûte en gros mon entreprise au quotidien, c'est-à-dire que j'ai découpé je dirais mes prix de vente sur les différentes comment dirais-je, bases d'achat ou de coûts. Et puis derrière, j'ai valorisé ma marge commerciale en leur expliquant chiffres à l'appui, pourquoi j'avais besoin de gagner de l'argent et pourquoi j'avais besoin d'en gagner plus que certains ou différemment par rapport au secteur sur lequel on se positionnait. Et donc, le fait de m'accompagner financièrement, au moment de la négociation, on n'était plus dans les codes habituels. C'est-à-dire que les codes habituels, c'est de rien se dire. C'est un peu un jeu de dupe avec les acheteurs, hein. Je te dis pas, je te monte pas, je monte volontairement les prix pour les descendre. Donc moi, j'arrive en négociation avec des prix et je dis voilà, c'est pas, je viens pas pour négocier, je viens pour vous expliquer. Donc je vous explique mes prix en toute transparence, je vous explique ce que je gagne et au-delà de ça, je pourrais pas faire mieux. Et donc, à contrario, alors je rebondis sur la partie RSE, parce qu'effectivement, la partie RSE, moi, elle m'a un peu décomplexé sur le fait de dire aujourd'hui, bah, la transparence, c'est une valeur que tout le monde souhaite mettre en avant. Donc, si moi je suis transparent avec vous, soyez transparent avec moi. Alors au début, c'est un petit peu compliqué, hein, ça bouscule un peu les échanges traditionnels. Et puis au bout d'un moment, on a quand même des clients qui arrivent aussi à être transparents sur leur modèle, sur la partie économique également chez eux, et ça devient un peu plus simple. Donc, une belle illustration hein, de la coopération. Je vous rappelle hein, la définition de la coopération dans Alors, une ça trajectoire. marche pas à tous les coups, hein. Ah bon. J'ai pris quand même quelques portes. J'ai pas perdu de clients, mais il y a des clients avec lesquels ça a été long, compliqué. Enfin, ça a été un peu plus compliqué, ou parfois le ton est monté, mais le ton est redescendu, hein, parce qu'effectivement, quand le ton monte chez eux, le ton monte chez moi, parce que je suis persuadé de ce que je vends, et si vous voulez, moi j'ai une équipe que j'ai constituée depuis 10 ans, j'ai des gens que je connais bien. Donc, je défends aussi mon équipe et je défends aussi le fait que, malgré le fait que je sois un fournisseur, je reste quelque chose de capital pour l'ensemble de mes clients et que j'ai aussi besoin que mes salariés gagnent leur vie, aient du temps libre, puissent partir en vacances, etc., etc. Effectivement, je pense qu'on n'embarque pas tout le monde. Donc, il a une question, je vais juste lui passer la parole, mais on voit là une belle illustration de la notion de coopération. Hein. Donc, je vous disais, question de la coopération, donc comment on l'aborde dans une trajectoire transition de modèle économique, c'est j'agis autrement pour que l'autre réussisse dans une intention commune. Et là, on a une belle illustration. Effectivement, on a tous intérêt à ce que l'autre réussisse pour continuer à travailler ensemble et apporter le service, aussi bien en amont avec mes fournisseurs qu'en aval avec mes clients. Ce travail sur la confiance est hyper important. Effectivement, je pense que ça se fait pas du jour au lendemain. Et comme c'est évoqué par plusieurs personnes dans le chat, hein, ça a dû effectivement bousculer un peu tous vos interlocuteurs de se dire, mais attends, mais c'est quoi cette manière de faire? On n'est pas habitué dans nos manuels de négociation sur le sujet. Oui, Isabelle, tu avais une voir des gens, question? Ah, qui vous allez, disent, allez, bah, Jean. en fait, pour qui il se prend, quoi. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Un fournisseur, ça donne des prix, ça négocie, ça obéit. Et bah, aujourd'hui, ça change un peu. Changement de modèle aussi intellectuel et Oui. de relation de service. Isabelle, tu avais une question? Ouais, ma question, c'est un peu en rebond de ce qui vient d'être dit et que j'ai mis dans le chat, c'est de dire aujourd'hui, est-ce que vous avez essuyé les plâtres sur cette façon de faire il y a quelque temps? Est-ce que récemment, avec tout ce qui se passe, vous avez la sensation que les gens sont plus
dans aussi cette façon d'imaginer la relation client-fournisseur et d'être beaucoup plus transparent, ou c'est vraiment, ça dépend vraiment des clients et des personnes que vous avez en face de vous. Et puis après, il y a Anne aussi, Youf, qui voulait aussi poser la question sur en quoi ça a aussi changé pour vos collaborateurs, quoi, cette transparence. Parce que vous l'êtes, mais vos collaborateurs, vous avez des commerciaux, j'imagine. Donc voilà, juste ça. Est-ce que vous sentez que récemment, ce que vous avez fait, vous, il y a déjà quelques temps, bah, finalement, c'est en train de... La posture change chez différents interlocuteurs, ou pas du tout? C'est encore, ça dépend vraiment de plein de contextes ou de personnes. Alors, je dirais que ça dépend quand même de pas mal de contextes. Et moi, je trouve que effectivement, les choses sont quand même en train de changer. Alors après, est-ce que c'est un effet domino sur le fait que bah, tout change quand même d'un point de vue sociétal, hein, les rapports dans l'entreprise, la notion de collaboration, la façon de recruter, la façon d'accueillir les collaborateurs. Et je dirais qu'aujourd'hui, personne, de toute façon, peut nier ces changements-là. Donc, ça veut dire que quand on met, quels que soient les interlocuteurs, quand on les met face à ces réalités-là, ils ne peuvent pas les nier. Et moi, quand j'ai un client de la grande distribution qui me dit il y a 3 ans, vous avez augmenté vos prix de 20% depuis 3 ans, alors que la tonne de plastique était à temps, ok, maintenant que c'est redescendu, vous allez rebaisser vos prix. Je dis, bah, écoutez, vous n'êtes quand même pas sans savoir qu'il y a eu 3 augmentations de SMIC depuis 1 an et demi. Que l'ensemble de mes collaborateurs. Enfin, je leur dis, voilà, vous, sur votre fiche de paye, comment ça se passe depuis 1 an et demi? Vous pouvez me le dire ou pas? Alors là, effectivement, ça bouscule un peu les habitudes de dire ce genre de choses. Mais je ne pense pas, je ne le fais pas de façon violente comment Juste dirais-je, ou provocante. impolie. Voilà, ou provocante. Ça reste vraiment en toute sincérité. Quand je dis ces choses-là, c'est en toute sincérité. Parce que je pense à mes collaborateurs, je pense à la pérennité de mon entreprise, je pense à mes développements, je pense aux investissements qu'on a faits. Et je réfléchis toujours en toute honnêteté, en toute sincérité, dans toujours le même discours, en disant si vous voulez que je me développe et si vous voulez que je vous accompagne encore pour les 5 ans à venir, me laissez pas au bord de la route et changez votre façon de faire. Et la deuxième question, j'ai oublié, pardon, Sur qui l'impact était. sur vos collaborateurs, de se dire, alors Oui, c'était Anne qui disait, j'imagine que cette posture a dû aussi bousculer vos équipes en interne, vos commerciaux, oui, enfin, les... oui. Alors, c'est vrai au début, j'ai certains collaborateurs qui étaient un peu inquiets parce qu'ils se disaient, voilà, on n'a jamais parlé aux clients comme ça, on n'a jamais été aussi transparent, on leur a jamais dit ce qu'on gagnait, ça a toujours été un peu tabou de dire à un client, voilà quelle est ma marge et voilà ce que vous me rapportez. Donc, est-ce qu'on va pas en perdre? Est-ce qu'on va pas en laisser sur le bord de la route? Je dirais qu'au départ, je l'ai fait de façon un peu prudente, c'est-à-dire que je savais un peu avec quel client j'avais ce discours-là. Et j'étais assez persuadé que ça allait passer. Effectivement, c'est passé. Donc, une fois qu'on a acquis la confiance sur 2, 3 clients sur cette façon de travailler, et ben derrière, ça s'est mis en place avec les autres et les collaborateurs ont suivi. Et maintenant, je dirais qu'ils trouvent ça tout à fait légitime. Enfin, je dis pas qu'il faut que je les freine sur la transparence, mais en tout cas, il y a quand même un rapport qui s'est installé, qui est beaucoup plus serein et qui est beaucoup moins dans le stress que le modèle qu'on avait précédemment. Vous pouvez nous rappeler la structure en termes d'équipe, je ne l'ai pas redit tout à l'heure, sur les 25 collaborateurs, Oui, globalement, quelle est la représentation de chaque métier, Jérôme? donc j'ai 2 personnes au service commercial, j'ai une personne au service financier, j'ai 4 personnes au service logistique, administration des ventes, et ensuite personnel de production, maintenance et réglage. On va revenir Et un peu donc et sur j'ai l'interne, et parce j'ai deux personnes à la qualité, pardon. que ça aussi évoque d'autres Ce qui est choses, mais pour important hein, sur rebondir. une structure de 25, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai 10% de mon effectif qui est dédié à la qualité. Mais encore une fois, comme le qualiticien est aujourd'hui mon premier interlocuteur chez l'ensemble de mes clients, c'est effectivement important qu'on ait cette légitimité-là. Euh, C'était un élément fort hein, que vous nous aviez dit. Je me souviens Oui, verbatim, chez nous, tout le monde a un métier et aussi qualiticien à hauteur où oui, il est, puisque effectivement, c'est sur cet élément qu'on garantit la performance d'usage à nos clients sur la partie qualité. Et pour faire c'est ça. écho à la remarque
Non, juste pour Dan? terminer, Oui, effectivement, sur la notion de changement et la notion de changement chez les collaborateurs, effectivement, là où il y a eu aussi une petite difficulté, c'est que jusqu'à il y a 5-6 ans, effectivement, on mettait en avant la performance, et notamment la performance industrielle. Donc, effectivement, le modèle était basé sur le fait qu'on ait des machines qui produisent et qui produisent beaucoup. Et aujourd'hui, la première des priorités, c'est de faire des produits de qualité. Donc, en fait, je préfère qu'on arrête des fabrications, je préfère qu'on tourne 2 fois moins vite, je préfère qu'on se pose 5 fois la question avant de produire. Mais l'objectif, c'est d'avoir le moins possible de retours, enfin de produits non conformes et de retours qualité, parce que ça garantit à la fois un niveau de sécurisation et de confiance chez les clients, et en même temps, plus on avance aussi dans la performance, et notamment, je pense au secteur pharma médical, et plus les retours clients sont générateurs de coûts financiers importants. Et donc là, il a fallu effectivement calmer un peu les chevaux, hein, parce que j'avais des collaborateurs et des collaboratrices qui étaient sur le modèle de performance. Donc, il fallait produire. Et aujourd'hui, il faut faire de la qualité, de la qualité, de la qualité. Voilà. merci pour cette précision. Je voulais rebondir sur les propos d'Anne, parce que Anne connaît bien la démarche RSE. Oui. Et quand on avait évoqué, vous disiez que pour vous, alors, tout à l'heure, ça l'a évoqué sur la transparence, mais pas que sur la question de la démarche RSE, vous disiez qu'elle vous aidait aussi beaucoup parce qu'elle vous aide à questionner vos parties prenantes, donc vos clients et vos fournisseurs, pour être légitime à se dire comment ça se passe chez vous. Et je trouvais ça aussi très intéressant de se dire euh, un usage qui est peut-être moins connu, en tous les cas, avant qu'on en discute, pour moi, elle était moins connue, de cette démarche RSE, c'est de se dire finalement, ça nous autorise à aller questionner notre interlocuteur dans nos parties prenantes pour soit le challenger, soit s'inspirer. Voilà. Donc, si vous pouviez préciser un peu cet élément-là, parce que je trouvais que parfois on recherche du renouveau, un nouveau souffle à une démarche RSE une fois qu'on a mis en place pas mal d'actions, et je trouve que c'est un axe aussi hyper intéressant de votre trajectoire. Alors, effectivement, la RSE, je trouve que c'est quand même un élément simplificateur, dans le sens où quand un client vous dit, ben voilà, listez-moi ce que vous avez mis en place sur la RSE depuis ces 2 dernières années. Je leur dis, je vais vous le dire, mais vous avez fait quoi? Ou alors, quand j'ai un client qui me dit, voilà, on aimerait bien que vous avanciez sur tel segment, je leur dis, voilà, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc souvent, les clients vous disent, ça les perturbe un peu parce qu'on a, ces habitudes-là, elles ont jamais été vraiment en place. Mais du coup, la RSE permet cette simplification puisque à partir du moment où on est partie prenant et à partir du moment où des gens s'engagent à prendre soin de ces parties prenantes, et c'est marqué sur leur site internet, c'est marqué parfois sur leurs conditions d'achat, donc à partir du moment où ils prennent un engagement, je dirais qu'ils sont un peu, ils ont la responsabilité de le tenir. Donc ça facilite les rapports parce que les questions sont posées plus facilement, les réponses arrivent également plus facilement et avec beaucoup de transparence. Et moi, ça simplifie aussi beaucoup de décisions. Et je pense notamment à des décisions qui parfois étaient un peu drastiques ou autoritaires chez certains clients, avec des notions, vous savez, des coûts de non-qualité associés à des fabrications, des coûts de reprise, etc., etc. Aujourd'hui, je dirais que l'argument écologique et l'argument responsabilité, il permet de discuter beaucoup plus facilement. Donc, de dire à un client, écoutez, avant de me renvoyer, je ne sais pas, 15 palettes de produits à trier qui viennent de Marseille, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire ça chez vous, de mettre en place une équipe, on va économiser de transport, parce que, etc., etc. Et les rapports sont beaucoup plus simples. Je ne dis pas que c'est tout le temps simple, mais ça simplifie quand même les choses. Du coup, il y avait une question de Bruno sur le sujet. Alors, Bruno, est-ce que vous voulez poser la question? Est-ce que je prends la parole? Je ne vois plus. Si, là. Bruno, je vous laisse remettre votre micro. Est-ce que ça marche? Oui, Ouais, oui, en fait, super. bonjour Jérôme. C'est très Bonjour, Bruno. intéressant et j'ai vraiment, je note beaucoup la posture à parité en fait que vous prenez et puis avec la RSE qui peut vous y aider, etc. Donc c'est très intéressant. Je me demande si ça peut aller, je me demandais si ça peut aller jusqu'à
refuser des clients finalement, à les disqualifier dans votre processus de go, no go, on va dire, hein, parce que justement, ils se refusent à rentrer cette relation à parité? Oui, alors la réponse est oui. C'est-à-dire que je vais citer personne, mais voilà, il y a notamment une enseigne de grande distribution avec laquelle on a refusé de travailler à un moment parce que les conditions n'étaient pas respectées et que voilà, l'objectif c'est pas pour nous de faire du chiffre à tout prix, mais c'est de faire c'est de faire du business qui soit intéressant. Et à partir du moment où c'est pas valorisant sur cette partie-là, ou alors où le risque n'est pas partagé, et ben effectivement, aujourd'hui, je m'autorise ce luxe-là. Alors, j'espère que ça durera, hein. Et encore une fois, c'est aussi le fait que Valembal aille pas trop mal et que notre business model soit performant, ça facilite les choses, hein. Je dis pas, peut-être que dans un autre contexte, ce serait moins simple. Alors, est-ce que c'est les décisions qui ont amené à ce contexte-là ou est-ce que le contexte est favorisant? Je ne sais pas. Mais, et ça a été le cas également avec d'autres clients, hein, du secteur de l'emballage, où voilà, il y a soit une chaîne de valeur qui est pas respectée, soit une façon d'aborder les choses euh, qui est d'entrée de jeu défavorable pour nous. Et dans ces cas-là, bah, effectivement, j'y vais pas. Voire, il y a certains clients avec lesquels j'ai arrêté de travailler. Merci, Jérôme. Alors, avant qu'on passe sur la partie collaborateur, parce que c'est pas mal de choses à évoquer, il y a R Fabre qui avait une question et je peux lui laisser la- Oui, c'est Romain. ça. Très bien. Bonjour. Vas-y, Romain. Bonjour, merci. Romain Fabre, oui, je suis chargé de mission économie circulaire à la Bordeaux Métropole. Donc, ma question est un peu liée à mes missions. Et vous y avez répondu un petit peu au fil de vos propos. Mais je m'interrogeais du coup, oui, sur, enfin, en ajout de ce que vous avez décrit sur cette logique de fonctionnalité de coopération. Au-delà, voilà, des choix des clients et cette réflexion de travail en transparence et à parité, comme c'était utilisé comme expression. Si vous faisiez aussi si vous aviez mené aussi une réflexion en termes d'origine des produits pour fabriquer vos sacs isothermes et emballages, pour réfléchir aussi à la fin de vie, parce que vous en parlez juste un petit peu avant, je crois, sur un peu la récupération des sacs auprès de certains clients. Et aussi, voilà, sur comment vous distribuez ces sacs. Vous avez dit que vous les stockiez dans votre entreprise, comment vous les apportez à vos clients, en fait. Est-ce que voilà, cette logique de fonctionnalité de coopération, elle se traduit aussi, elle infuse aussi dans d'autres réflexions vraiment environnementales sur la distribution et sur l'éco-conception en fait, de vos sacs et de vos emballages? Bonjour Romain. Bah, il y a plusieurs questions dans votre question. Hum, Effectivement, sur la partie éco-conception, donc il y a deux aspects. Il y a effectivement les emballages pour lesquels l'éco-conception elle est pas forcément simple parce que la fonctionnalité, je pense notamment aux emballages pour le secteur pharma, c'est-à-dire que là on travaille sur de la matière pharmacopée qui n'est pas additivée, qui a des spécificités par rapport aux produits qu'on va mettre à l'intérieur, enfin, que mes clients vont mettre à l'intérieur, qui vont souvent aller en stérilisation derrière. Et là, on va travailler souvent sur de l'emballage 100% recyclable, mais pas forcément sur des alternatives autres que du pétro-sourcé. Alors les choses se mettent en place, donc on a des filières qui travaillent, on est très attentif à ça, on fait des essais régulièrement. Par contre, effectivement, pour le secteur de l'emballage isotherme, alors là, on est sur des produits qui sont réutilisables. On est sur des produits qui sont 100% recyclables et qui sont conçus à base de matériaux recyclés. Donc aujourd'hui, on arrive à atteindre 40% de matériaux recyclés dans certains sacs que vous trouvez en grande distribution. Et à horizon septembre de cette année, on va arriver à 80% de matières régénérées. Donc là, on a des filières qui sont parfaitement identifiées. Ça fait déjà de nombreuses années qu'on travaille sur le sujet. On est également attentif aux matières biosourcées. Alors, la difficulté des matières biosourcées, effectivement, quand on travaille sur du polyéthylène, enfin du plastique qui est issu de canne à sucre ou de copolymère de bois, ou ce genre de choses, on est aussi attentif à la partie carbonation parce qu'effectivement, faire venir de la canne à sucre du Brésil, qui poussent dans des champs où on met des additifs et des produits phyto pour faire pousser tout ça. Il y a une logique qui n'est pas toujours
qui n'est pas toujours visible, au-delà de l'effet d'annonce pour dire à des clients on a du biosourcé. Donc, je suis quand même méfiant. Aujourd'hui, je reste méfiant effectivement sur ça et j'évite l'effet d'annonce et j'essaie d'avoir un bilan qui soit un peu plus global. Après, en ce qui concerne la partie mise à disposition, stockage et livraison, là, le fait de travailler en amont et d'avoir du stock pour nos clients, ça nous permet aussi d'optimiser le transport et les conditions de transport. C'est-à-dire qu'on va rarement travailler dans l'urgence, donc on va rarement livrer de la palette ou du carton qui est souvent quand même un peu dispendieux d'un point de vue financier, écologique. Et on va pouvoir travailler sur des volumes importants. Et l'avantage, c'est qu'en fait, comme nos clients nous font confiance, on a aussi la capacité de faire évoluer la façon dont on va packager les produits, c'est-à-dire mettre des cartons plus grands, mettre plus de produits sur une palette, voilà. On a des contraintes logistiques d'un côté, mais on a quand même la main sur le développement et la façon de faire évoluer les choses. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci. Alors, Jérôme, on a fait un grand pas, enfin, une grande ouverture sur la partie prenante extérieure. On va maintenant retourner, on en a un petit peu parlé, mais aussi sur la question de l'interne, puisqu'il y a beaucoup d'éléments dans votre trajectoire qui a aussi un impact sur les collaborateurs, hein. On le voit là quand on parle des matériaux, de la logistique. On pourrait se dire que, bon, bêtement, vous avez des opérateurs sur des machines et puis des logisticiens. Aujourd'hui, comment le modèle a-t-il fait aussi évoluer l'entreprise en interne, dans son organisation, dans donc la pertinence de l'organisation, dans les compétences de vos collaborateurs et dans les profils aussi de vos collaborateurs? On en a pas mal parlé ensemble. Dire aujourd'hui, voilà, opérateur sur machine, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière en termes d'individus, de compétences, d'implication et d'engagement? Voilà, toute cette partie sur l'interne. Alors, la question attendez, est. je vais couper un micro. Oui. Hop. Super, allez-y. Alors, la question, effectivement, elle est intéressante. Alors, c'est pas facile d'y répondre parce que c'est un cheminement qui est à la fois lié à la personnalité de chacun. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré qu'effectivement, les collaborateurs dans l'entreprise, c'était pas forcément qu'un moyen, mais c'est aussi un peu la continuité de ma façon de travailler. Donc pour que les gens adhèrent à ce que je leur demande, il faut qu'effectivement, moi, je puisse aussi avoir un certain intérêt sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils font à côté. Je ne veux pas dire qu'il faut aimer ses équipes, mais quelque part, quand on a envie que le quotidien soit intéressant, stimulant, il faut que tout le monde soit embarqué et que tout le monde ait cette envie-là. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce que faut être conscient aussi qu'être opérateur sur une machine, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier où on demande beaucoup de choses, qui est à la fois physique, qui est à la fois intellectuel. Donc, il a fallu faire effectivement évoluer les mentalités et impliquer les gens dans l'évolution de l'entreprise. Donc, leur expliquer comment l'entreprise changeait, comment la clientèle changeait, comment les exigences des clients changeaient, pourquoi eux, ils avaient les compétences pour m'aider dans cette évolution-là. C'est-à-dire que moi, je leur explique que ma seule compétence, c'est d'organiser le travail de toute une équipe et qu'après, chacun à son poste est bien plus compétent que moi. Et qu'il faut que ce soit une confiance réciproque pour qu'on puisse avancer. Donc la confiance réciproque, ça passe par à la fois rémunérer les collaborateurs de façon correcte, parce que ça reste le nerf de la guerre, hein. Mettre en place des conditions de travail qui permettent aussi de favoriser je dirais le développement personnel, la famille, les urgences, voilà. Donc en fait, donner de la souplesse dans la façon de travailler, et puis ensuite intéresser les collaborateurs à leur métier et parfois les intéresser à d'autres fonctions. Donc on a mis en place dans l'entreprise un côté un peu double fonction, c'est-à-dire que chacun a son travail et à côté de son travail, il a une responsabilité plus ou moins importante. Alors ça va être des éléments qui peuvent être très simples, hein. J'ai une personne qui est responsable d'éteindre les lumières dans les ateliers, dans les stocks, quand il fait assez jour.
j'ai une personne qui est responsable d'approvisionner le magasin à Charlotte, le magasin à Gand, le magasin à Blouses. Voilà. Mais le fait de confier une responsabilité à côté de son travail, je trouve que c'est important parce que ça veut dire aussi je vous fais confiance. Et je pense que vous avez, comme tout le monde, d'autres compétences que les simples compétences pour faire votre travail. Et donc tout ça, ça a évolué. Alors tous les collaborateurs n'ont pas adhéré. Hein. Il y a eu, voilà, il y a eu un petit peu de turnover, mais globalement quand même un bon niveau de stabilité. Et j'ai des collaborateurs qui sont maintenant là depuis longtemps, voire très longtemps, et qui ont accompagné cette transition, même si au départ elle les a un petit peu surpris. Et par contre, je crois que la règle, c'est aussi de respecter le fait qu'il y a des gens qui ont une personnalité dans le cadre, c'est-à-dire vous leur définissez un cadre de travail, ils ne veulent pas en sortir. Si vous les poussez à en sortir, vous les mettez en souffrance et en général, ils ne font plus bien leur travail. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont très facilement hors cadre et qui ont besoin de ça et qui ont besoin de faire évoluer leur poste et leurs compétences et leurs responsabilités. Donc parfois, moi, à travail égal, par exemple, j'ai des conductrices sur des machines qui ne vont pas forcément avoir les mêmes compétences ou les mêmes responsabilités parce que certaines aiment la polyvalence, certaines ont un niveau qui peut aller jusqu'à voilà, faire de la maintenance, accompagner le service qualité, et puis certaines autres qui veulent faire que conductrice sur machine et pas plus. Et cet élément de prendre en compte la personne là où elle est était Oui, hyper important pour vous. On en a aussi parlé sur la question de, à un moment donné, il a fallu éduquer le client. Alors quand on est dirigeant commercial, peut-être que c'est plus facile. Mais vous aviez évoqué aussi que euh, de dire aux gens de l'interne de partager leurs contraintes avec le client pour qu'on soit un peu sur une démarche un peu de parité, ça n'était pas forcément évident au départ, mais qu'aujourd'hui, ils sont contents parce qu'ils se rendent compte que grâce à ça, l'organisation elle est aussi plus pertinente. elle est effectivement plus performante. Alors, ça passe à la fois par, encore une fois, on décomplexifie un peu les rapports hiérarchiques, que ce soit en interne ou en externe. Hein. Donc en interne, ça veut dire que il y a toujours des chefs, hein, il y en aura toujours, parce qu'effectivement, une organisation, elle a besoin de gens pour mettre les choses en place. Et la hiérarchie chez un client, elle existe également. Mais par exemple, nous, on a beaucoup d'audits, hein, on a une bonne dizaine d'audits par an. Et chaque fois que les clients viennent, je les présente à l'ensemble des collaborateurs. Ils passent du temps avec les opérateurs, ils passent du temps avec les gens de la maintenance, sans que je sois forcément là sur leur dos. Et du coup, ça simplifie les rapports et ça valorise les gens. Puisqu'effectivement, quand vous expliquez votre métier à votre client, voire à votre fournisseur, parce que je fais la même chose quand les fournisseurs viennent, et qu'il n'y a pas le patron ou le chef qui a écouté ce que vous dites et qui vous fait les gros yeux pour pas dire de bêtises. Là, on vous dit, voilà, et que vous voulez discuter avec les opérateurs, allez les voir. Et puis, on fait un point dans 1 heure. Et bon, alors ça peut être un peu risqué, hein. Parfois, parce qu'effectivement, les gens sont à livre ouvert. Mais je pars du principe qu'on a rien à cacher, donc je prends un risque finalement qui est assez minime. Et donc, alors, dernier sujet, en tous les cas, sujet qu'on avait évoqué sur la partie collaborateur, cette notion aussi d'innovation. Vous nous aviez évoqué que on n'a pas de cellule innovation chez Valorbal à proprement parler, parce que soit on est trop petit pour X raisons, mais c'est-à-dire c'est pas parce qu'on n'a pas une cellule innovation, qu'on fait pas du brainstorming toute la journée, que finalement on cultive pas cette notion de curiosité, d'engagement auprès des collaborateurs, et que c'était quelque chose que vous essayez de développer en partant des passions aussi de vos collaborateurs, en disant il y a des gens qui sont passionnés par ailleurs et que du coup, cette richesse, on essaye de la ramener aussi dans l'entreprise. Alors, effectivement, le côté passionné des collaborateurs, ça n'a pas été un choix. Hein. Je ne recrute pas en fonction de savoir si les gens sont sportifs ou musiciens. Mais il se trouve que, avec le temps, j'ai constaté que la majorité de mes collaborateurs avaient une passion forte à côté. Alors, j'ai une collaboratrice qui fait de la couture, j'ai un collaborateur qui est passionné de VTT, etc., etc. Et je trouve que c'est un élément qui est important a posteriori parce que quand on cultive une passion, on arrive à se régénérer
avec quelque chose qui est complètement différent de la notion du travail. Et du coup, quand on est au travail, on a l'esprit qui est beaucoup plus disponible et qui est beaucoup plus concentré. Et je me rends compte que finalement, sur certaines problématiques, alors quand on parle de la partie innovation, on a toujours tendance à imaginer que y a un géotrouve-tout dans l'entreprise ou que c'est la direction qui va de toute façon s'occuper de ça parce que c'est la direction qui sait et pas les autres. Et moi, je me rends compte que finalement, tous les collaborateurs ont des bonnes idées. Alors, je ne dis pas qu'il faut brainstormer en permanence avec tout le monde sur tous les sujets, mais sur des sujets qui les touchent, je peux avoir tendance à les consulter et à leur demander leur avis, ou parfois à leur dire si vous avez un avis qui est meilleur que le mien, ou si j'ai pas d'avis sur la question, n'hésitez pas à me donner le vôtre. Et je prends l'exemple d'une collaboratrice qui nous a sollicité en nous disant voilà, sur les sacs isothermes, on met 80 sacs dans un carton, mais on pourrait en mettre plus. Alors, je dis bah écoutez, je pense pas, puisque effectivement, quand le carton est plein, il est plein. Et quand on le ferme, on voit bien que le carton est presque bombé. Elle me dit oui, mais dans les sacs isothermes, il y a de l'air. Et quand le sac sort de la machine, bah, il est un peu gonflé. Et si on attend quelques minutes, les sacs vont dégonfler, on va pouvoir en mettre plus dans un carton. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'on pouvait passer de 80 à 100 sacs dans un carton si on laissait les sacs reposer quelques minutes. Ce qui fait que on a eu un gain, alors que ce soit financier, mais surtout en termes de transport, hein, donc un gain écologique relativement important, puisqu'aujourd'hui, on arrive à livrer quasiment 20% de sacs en plus en ayant la même quantité de palettes, de packaging, de transport, etc. etc. Donc, on a tout le monde est gagnant pour une idée qui vient de quelqu'un qui est dedans tous les jours. Et donc ça, c'est intéressant puisqu'on arrive à le dupliquer de façon un peu générale. Et parfois, quand j'ai des sujets sur lesquels je n'ai pas d'idée, ben, je leur demande. Je dis, voilà, j'ai un client qui a une problématique, je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que quelqu'un saurait? Et on avait développé notamment, je pense à une poignée également sur les sacs isothermes, qui est une poignée avec une articulation sur les extrémités qui permet d'avoir une gueule ouverte quand vous remplissez votre sac. Et donc, on crée une enceinte isotherme qui est beaucoup plus performante que sur un sac plat. Et ça, c'est une collaboratrice qui avait eu cette idée-là en réfléchissant à son shampoing chez elle, qui avait une capsule qui se levait, qui se baissait, et elle se disait bah, ça pourrait être intéressant d'avoir des charnières comme ça sur l'extrémité d'une poignée. Enfin bref, l'idée, c'est de dire finalement, la créativité, ça n'a pas de limite et ça appartient à tout le monde à partir du moment où on donne l'autorisation aux gens de l'être. Beau message. Est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir avant qu'on fasse un temps de synthèse? Moi, j'en aurais une très brève. Quelle perspective, hein, comment ça va aujourd'hui, tout ce que vous avez mis en place, voilà. Est-ce que vous êtes serein sur l'avenir? On en a un petit peu parlé avant de démarrer, mais c'est intéressant aussi de faire le retour sur le passé, le présent, mais comment vous voyez l'avenir avec tout ce que vous avez mis en place? Bah, déjà, j'ai la sensation que j'ai une équipe qui va bien. Donc, si vous voulez, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que là, je vois, après 8 jours de vacances, les gens sont contents sont pas mécontents de revenir bosser. On a pas mal de choses à se raconter. Et donc ça, c'est déjà un quotidien qui est plutôt pas désagréable et c'est quand même une chance, hein, pour moi en tout cas, et pour, en partie, j'imagine, mes collaborateurs. Après, en termes de perspective, aujourd'hui, l'entreprise se développe. On a beaucoup d'idées. Mais on va essayer effectivement de se concentrer sur ce qui va bien, c'est-à-dire le secteur pharma-médical, puisqu'effectivement, c'est un secteur qui est résilient, rémunérateur, en progression continue. Donc, le développement de l'entreprise va aller dans ce sens-là. Et l'idée, c'est qu'on puisse, à moyen terme, pouvoir aller sur d'autres business que l'emballage en restant à périmètre secteur dispositifs médicaux et pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise l'aspect qualité normatif, le produit devient un moyen et pas forcément une fin. Tout à fait, merci. Laurence, vous avez une question qui est intéressante, effectivement, sur une notion d'échelle de temps. Je vous laisse la poser. Vous pouvez activer votre micro, Laurence.
Oui, effectivement, je me posais la question du temps pris par cette transition, notamment, enfin, en deux phases, j'allais dire, il y a eu d'abord le client et puis après en interne. Alors, je suis Combien de temps désolé, ça a pris, Laurent? Jérôme, pardon. Laurent se demandait le temps de cette transition, de ce changement un peu de cap de l'entreprise. bah, globalement, je dirais en 3 ans, on a un petit peu fait la révolution, quoi. Après, il y a eu voilà, des phases qui ont été un petit peu contraintes aussi par le contexte international, notamment. Mais voilà, je dirais qu'en 3 ans, on a fait un peu le tour de la question et on est arrivé à un modèle qui nous plaît. Avec un objectif que vous nous aviez évoqué, hein, de se dire, on va vouloir passer du fournisseur généraliste à un acteur de la pharmacie et du C'est ça. médical, en étant parmi les 2 ou 3 références experts sur le sujet, avec une ambition de vendre des garanties, et ne plus vendre un produit, ne plus Alors être oui, un vendeur de... effectivement, ouais, ça c'est une perspective c'est un vrai objectif qu'on s'est fixé. C'est-à-dire, voilà, notre métier au départ, c'est de fabriquer des sacs plastiques. Maintenant, notre métier, c'est de fabriquer de l'emballage souple pour le secteur pharma-médical. Et à terme, c'est de devenir effectivement non plus un fournisseur, mais de devenir un acteur. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, quand vous fabriquez du médicament, vous cherchez un fournisseur qui est capable de fabriquer vos principes actifs. Bah, vous avez en gros 4-5 fournisseurs sur la place que vous consultez. L'objectif, c'est qu'on on se place dans les mêmes perspectives pour le secteur d'emballage et que demain, n'importe quel client du secteur, dispositif médical ou pharma, qui cherche de l'emballage, dise, ben voilà, y a un acteur incontournable, c'est Valemball, parce que c'est leur métier et que c'est pas un fabricant de sacs, c'est un apporteur de solutions. qui nous vend des garanties autour de C'est la ça, sécurité de notre produit. exactement. Euh, Super, merci beaucoup, Jérôme. D'autres questions avant que du coup, Isabelle nous fasse une synthèse? Alors, soit vous pouvez, on a un petit peu de temps, donc réactiver vos micros ou par le chat. Moi, je peux juste dire un Vas-y, petit Anne. mot. Bravo, Jérôme, et merci pour ce super témoignage parce que, enfin, voilà, c'est pas la première fois que je l'entends, mais c'est toujours super inspirant, motivant, et puis ça prouve que, bah, voilà, ça, c'est faisable, quoi. Voilà. C'est Donc, possible. ouais, exactement. Super. Merci Bravo. Anne. Le principe des voix de pionniers, de se dire que toutes ces Ouais. choses qu'on entend, ces injonctions, parfois, on a l'impression contradictoires, elles sont possibles, elles sont réalisées par des patrons de PME et des équipes PME, donc c'est toujours enthousiasmant. Isabelle, je te laisse Jérôme, est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant que Isabelle fasse la Non, bah, synthèse? pour conclure, moi je dirais qu'effectivement, il y a aussi une notion qu'on essaie de cultiver un peu au quotidien, c'est de ne pas se prendre trop au sérieux, même si effectivement, hein, on est sur des enjeux qui sont sérieux. Le secteur de la santé, le secteur du médical, c'est un domaine qui est sérieux, bien évidemment, le secteur alimentaire aussi. Mais d'une façon générale, quand on décomplexifie un petit peu les rapports avec les clients et les fournisseurs, on arrive à quelque chose de beaucoup plus simple. Et on est moins dans des effets d'embâche ou dans du vernis, et puis on est un petit peu plus dans quelque chose de concret, de sincère, quoi. Et Clémence complète en disant, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose? Est-ce que je suis heureux? Alors, est-ce que vous êtes heureux, Jérôme? Oui, tout va bien. Super. Isa, je te laisse la parole. Tu veux que je Ça se partage voyait trop l'écran? pour Tu qu'on le vous fais? pose la question, là. Pourvu que Ça ça se dure. voyait et ça s'entendait. Et pour avoir rencontré Jérôme à plusieurs reprises, je peux vous dire qu'il ne le fait pas uniquement ce matin entre 8h45 et 10h. Isa, tu veux que je partage ou tu partages l'écran? Si tu veux, non, tu peux partager, comme ça tu prendras la clôture. Ok. Je veux bien que tu partages. Avant qu'on affiche l'écran, alors l'idée, hein, c'est vraiment d'essayer de tirer un peu la ficelle de tout le témoignage extrêmement riche qu'a fait Jérôme sur son retour d'expérience. Donc, on va vraiment mettre le focus sur des éléments
principaux qui nous semblent intéressants de noter par rapport à ce qui a été dit. Je tiens aussi à souligner que dans l'objectif de Voie de Pionnier, c'est de montrer que d'autres modèles économiques, d'autres façons de faire sont possibles. Elles sont possibles au travers d'entreprises qui se lancent dans des trajectoires d'économie de la fonctionnalité de coopération que certains d'entre nous accompagnent sur nos territoires. Mais il y a aussi, c'est aussi l'intérêt de Voie de Pionnier, c'est de montrer qu'il y a du déjà là, c'est-à-dire qu'il y a déjà des entreprises qui l'ont fait de façon très implicite, très empirique, sans forcément mettre les mêmes mots, les mêmes concepts derrière, mais où l'intention et en tout cas la réalisation, elle est très similaire. Et c'est exactement le cas de Jérôme pour Valembal, hein, puisque c'est pas une entreprise qui, en tant que telle, est dans une trajectoire économie de la fonctionnalité accompagnée, mais voilà, tout ce qu'il a mis en place fait énormément écho. Donc effectivement, là, on va faire un petit focus très spécifique sur 2 points. Le premier sur l'offre et le deuxième sur quelles évolutions dans l'entreprise. Typiquement, dans l'économie de la fonctionnalité, on parle souvent de proposition de valeur au travers d'une solution intégrée. Cette solution intégrée, elle associe le produit au service et elle est intégrée dans ce sens où le service et le produit sont fortement liés entre eux et aussi liés à la situation réelle de l'entreprise cliente. Et donc, bah, ça s'appuie sur cette notion de relation de service et non pas de prestation de service qu'on va valoriser au travers de ce modèle économique. Et on le ressent bien dans ce que vous évoquez, puisque vous cherchez, au travers de ce que vous proposez à vos clients, d'essayer de comprendre quel gain, quel bénéfice, quel effet utile vous allez leur apporter, qu'est-ce qu'ils cherchent finalement au travers de la solution produit. Et tout ça, on le voit très bien dans votre témoignage. Ça, c'est possible si vous êtes dans une notion de co-construction. C'est-à-dire que s'il y a cette notion de dialogue dont vous avez parlé, moi, je retiens vraiment cette transparence sur les prix, parce que je suis pas sûre que beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entreprises prennent ce risque-là de dire, bah voilà, moi je vais vous dire, et puis avec le risque en face d'avoir des acheteurs qui sont toujours dans un peu des méthodes à l'ancienne de mettre un coup de pression, etc. Et ben, heureusement si ça évolue. Donc vraiment la notion de travailler avec et de co-construire dans une démarche de coopération, vraiment d'intégrer ça. Et ça, ce n'est possible que parce qu'effectivement, vous avez construit cette confiance au fur et à mesure avec vos clients. Je retiens aussi l'idée de la RSE. Vous avez dit que c'est un élément facilitant et c'est vrai. On le voit aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Petit clin d'œil à Anne de l'AFNOR, mais on voit beaucoup d'entreprises que cette transformation du modèle économique, elle est facilitée par tous les messages forts que passe la RSE. Et quand les entreprises se déclarent RSE compatibles, et comme vous le dites, hein, prendre soin de ces parties prenantes, ben, vous en faites une réalité et vous accompagnez vos clients et fournisseurs dans le fait de dire c'est pas juste de la déclaration, faisons-le réellement. Et puis il y a tout ce qui vous avez ajouté en plus, la plus-value de votre offre qui fait que finalement vous êtes très différenciant, c'est finalement prendre en charge à votre compte des complexités de logistique, de stockage, de disponibilité des produits pour le compte de vos clients. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée puisque finalement, bah, c'est peut-être plus simple pour vous et surtout, c'est facteur de sérénité pour le client. Et puis, effectivement, il peut y avoir un effet, vous l'avez évoqué, le fait que vous gériez ça vous-même, bah, ça vous permet malgré tout d'optimiser les effets que ça peut produire en termes de gaz à effet de serre, etc., etc. Voilà sur la partie offre. Alors, il y a plein d'autres choses, hein, mais ce qu'on a souhaité mettre en avant. Sur la partie des évolutions en entreprise, bah, moi, j'ai envie de retenir vraiment effectivement, ce que vous avez évoqué là récemment, c'est comment les métiers ont évolué dans l'entreprise, hein. Vous avez plus des qualiticiens où vous valorisez, vous investissez en fait sur les ressources immatérielles pour faire que ben, vos collaborateurs soient capables de bien faire leur métier, de le faire dans une démarche plutôt de qualité plutôt que de performance industrielle. Ça, je trouve que c'est un message très très fort aussi. Il faut savoir parfois aller chercher la robustesse plutôt que la performance. Et pour moi, la différence entre robustesse et performance, c'est que cette robustesse, eh ben, le fait que, bah oui, on est moins performant industriellement, mais on est capable finalement de faire des petits ajustements parce qu'on va chercher avant tout la qualité et pas forcément cette performance industrielle à tout prix. Euh, Avec des effets qu'on voit tout de suite après, hein, qui rebondissent énormément avec la notion de santé et d'engagement dans l'entreprise. Au niveau des collaborateurs, hein, quand vous dites que l'innovation, c'est pas une personne, c'est tout le monde, que vous responsabilisez ceux qui le souhaitent et respecter ceux qui n'ont pas envie d'être responsabilisés ou d'avoir d'autres sortir du cadre, bah, c'est aussi quelque chose de très important dans une démarche économie de la fonctionnalité et de la coopération, puisque on met le travail, l'homme au travail
au centre du modèle économique et on met le travail comme émancipation. Et l'émancipation, elle est très variable d'une personne à une autre selon que, bah voilà, elle veut rester dans un cadre ou au contraire, elle a des envies, des capacités pour sortir du cadre. Et puis, il y a aussi tout l'aspect, effectivement, réorganisation de l'entreprise que ça a généré derrière, et notamment bah, quelque chose qui était peut-être pas enfin, estimé ou en tout cas envisagé au départ, c'est finalement vous éduquer votre client et vous apprenez à travailler ensemble et être beaucoup plus pertinent à la fois chez le client, mais aussi dans votre propre entreprise. Voilà, il y aurait plein de choses à dire. Moi, il y a un mot. Enfin, oui, il y a un mot vraiment que je retiens dans tout ce que vous avez témoigné. Il y a cette notion de plaisir. Vous êtes heureux, oui, mais on sent que dans votre activité, il y a du plaisir avec vos clients, il y a du plaisir avec vos collaborateurs, que même nous, pour avoir visité votre entreprise, ce plaisir, on le ressent. Donc, je trouve que voilà, c'est aussi extrêmement important de dire comment on peut retrouver du plaisir dans une activité de travail quand on a un environnement, des conditions de travail et une façon d'envisager son modèle économique complètement différent. Donc, bravo pour ça, vraiment. Et vraiment, si tout va bien, c'est que c'est mérité et on vous souhaite que ça continue. Merci beaucoup. Je te laisse prendre le relais, Céline. Ouais. Oui, bien sûr. Donc après cette riche synthèse, je ne sais pas si Jérôme, si vous avez quelque chose à dire ou si... Ah non, je trouve que la synthèse est parfaite, vraiment, bravo. Très Je bien. prends. Vous la recevrez. Donc, on vous donne tous rendez-vous donc dans la suite de nos rencontres Voix de Pionniers. Donc, vous avez ici le calendrier. Vous pouvez faire un imprimé écran si vous souhaitez des prochaines dates. La prochaine séquence est le 2 février avec Archi Possible, une structure d'Île-de-France. Ce sera animé par Stéphanie. Donc, je pense que les inscrits habituels, vous avez dû recevoir l'invitation envoyée par Colline pour l'intégrer à votre agenda. Vous avez aussi les prochaines dates. On est en train de valider avec nos partenaires de FC Occitanie, de l'ADI, d'Île-de-France et d'Anjou les prochains témoins. Donc, ils vont bientôt apparaître. Et puis, si vous le souhaitez, la possibilité de retrouver les Voix de Pionniers passés et celui-ci rapidement sur YouTube, en vidéo ou en podcast sur Arte Radio, à diffuser, à offrir comme cadeau de nouvelle année aux dirigeants que vous connaissez, aux managers que vous connaissez, à tous ces gens qui se questionnent en se disant je pense qu'il faut que je le fasse autrement, mais je ne sais pas par où m'y prendre. Vous avez plein de témoignages d'entrée par l'offre, par les ressources immatérielles, par la coopération de dirigeants depuis 2 ans que nous animons ces Voix de Pionniers. Je vais couper le partage d'écran. Ah non, pardon, actualité du réseau. Nouveauté sur notre PowerPoint, j'ai fait oublier. Donc, les grandes dates pour le réseau. Donc, nous, le 18 janvier, un webinaire d'introduction à l'EFC animé par Terre de FC Île-de-France de 13h à 14h. Vous pouvez flasher le QR code là pendant qu'on est ensemble pour vous inscrire. Le 31 janvier, le forum de l'ESS à Niort dans 79. Sébastien, qui est présent là, peut être votre interlocuteur. Le 20 février, sur notre territoire région centre, une conférence atelier voyage en transition économique sur Blois. Je vous invite à venir participer à cette rencontre avec Aglopoli. Et le 8 mars, à Bordeaux, la journée régionale de l'EFC, de nouveau en contact avec Sébastien.